Global Max Plan, plus qu'un moteur de recherche. Bonsoir à tous. Je suis l'étudiant Sao Temga de l'Université Yaoundé 1, PhD student, et merci au cher de me passer la parole pour vous présenter ce travail de master qui date de 2021 et qui est intitulé Réseau de neurones artificiels quantiques pour un diagnostic rapide et précis de la maladie à coronavirus. En effet, la maladie à coronavirus est une maladie respiratoire et pour rendre notre outil de calcul précis et rapide, parce que on parle de quoi? On parle des réseaux de neurones artificiels. Et ceux qui sont un peu familiers avec le machine learning savent que dans ces cas, il nous faut déjà assez de données pour faire un certain nombre de choses. Donc, il nous fallait déjà répertorier des maladies qui ont des signes et symptômes communs à la maladie à coronavirus. Nous avons une large palette de maladies, mais pour notre travail, nous avons juste choisi trois autres, excepté COVID, donc trois autres maladies ayant des signes et symptômes similaires à la COVID-19, parmi lesquels la grippe, la tuberculose et l'asthme. Donc, notre travail sera présenté comme si on aura un premier plan. On va faire une revue nous ferons une revue de la littérature, question de fait mise en contexte. Ensuite, pour présenter la problématique et les objectifs du travail. Ensuite, on aura un bref historique des réseaux de neurones sur les réseaux de neurones quantiques. Et après ça, je présenterai les outils et la méthode utilisée et les résultats de discussion et la conclusion. OK. La carte que vous avez ici devant vous nous montre la répartition des cas positifs de COVID-19. Ici, c'est un rapport de l'OMS. Bon, c'est une carte découlant du rapport de l'OMS du 18 avril 2021. Et on se rend compte que les Amériques étaient déjà les zones les plus touchées parce qu'à cette date, on avait enregistré 141 403 052 cas et confirmés avec 2% de morts sur les 141 millions et poussières. Donc, et l'Afrique, bon, la chance quand même qu'on a eu en 2021, c'est que l'Afrique était moins touchée. Et le Cameroun, on voit bien qu'on dit on a 1 sur 10 cas sur 1 million d'habitants. Et effectivement, la carte du Cameroun, suivant les régions, on se rend compte qu'il n'y a pas un grand impact de contagion, juste quelques cas répertoriés. Suivant. Next. OK. Donc, ici, la carte ici nous présente ici les statistiques liées à la grippe, rapport de l'OMS de 2020. Et à cette époque, on enregistrait 5 millions de cas de maladie et on disait, il était estimé un nombre de décès de 290 à 652 000 par an. Et l'OMS a répertorié quatre types de grippe. Et on a la grippe A qui a 3 variantes et la grippe B. Bon, et on voit bien sur la partie. Là, il voyage qu'ils auront le gang du reste d'argent. C'est bandit. Et on se rend compte que le Cameroun n'a pas, en fait, on n'a pas de statistiques sur le Cameroun parce qu'on n'a pas publié nos stats à l'OMS. C'est pour ça que notre partie elle est vide. Avec d'autres pays aussi, hein, beaucoup de pays n'ont pas publié les stats. Bon, les zones tempérées, on a moins de. C'est dans les zones tempérées qu'on a moins de cas positifs, comme les Américains, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Haut et les Europes. OK. Et ici, la carte nous présente l'impact mondial de la tuberculose, un rapport de l'OMS qui date de 2018. Et concernant le Cameroun, on voit, on est entre 100 à 199 cas sur 100 000 habitants par an. Donc, la tuberculose est une maladie qui ne touche pas beaucoup notre pays, mais quand même qui a un taux de décès qui
qui impacte, qui est vraiment, comment dire, qui a un grand impact en Afrique. Parce qu'on voit qu'en Afrique, on avait 24% des cas, suivant le rapport de cette année, et l'Asie du Sud-Est, qui est la partie la plus touchée, avec 44% des cas. OK, next. Bon, ici, là, nous avons la répartition des cas d'asthme. Et il est dit que l'asthme est une maladie qui est sous-diagnostiquée et insuffisamment traitée. Donc, je pense que c'est un truc qui est, et à part, je pense, bon, le sous-diagnostic et le fait que la maladie soit insuffisamment traitée causera toujours un grand nombre de décès. Bon, malheureusement, dans le rapport, on n'a pas toujours les stats. Dans ce rapport aussi, on n'a pas les stats sur le Cameroun pour voir en fait à quel point l'impact de l'asthme dans notre pays. On n'a pas de stats, on ne sait pas si on peut en faire une maladie d'études spécifiques chez nous et tout et tout. OK. Bon, comme notre travail consistait autant pour moi à développer un outil d'aide au diagnostic. Alors ici, là, on va présenter quelques outils d'aide au diagnostic, en commençant déjà par les outils biologiques, comme par exemple le RT-qPCR et le test rapide. Pour ceux qui savent, pendant les périodes, c'est un test qu'on prend, on va prendre un truc, on va passer dans les narines et on va passer avec les trucs qu'on a pris dans vos narines au labo et là-bas, on va faire des tests géniques pour voir si c'était pour détecter si lors de la période de COVID, c'était un test rapide qu'on avait mis sur pied pour détecter si tu es positif ou négatif. Bon, après, on a le test de référence de la grippe que le RT-PCR. C'est toujours le même principe que le RT-qPCR. Bon, ça se fait toujours la même méthode. On a la radiographie des poumons la radiographie des poumons permet de faire une recherche éventuelle d'éventuelles lésions tuberculeuses dans l'organisme. Et on a les preuves fonctionnelles respiratoires qui permettent de faire une évaluation précise du souffle. Là, c'est pour checker si quelqu'un souffre d'asthme ou non. Next. Bon, après les outils biologiques, maintenant viennent les outils automatisés, comme des applications et les applications web, mobiles et autres. Et ici, bon, on a par exemple en 2020 l'équipe de Paul Emery qui a mis sur pied un outil basé sur l'apprentissage par machine quantique qui permettait l'évaluation de l'efficacité par apprentissage quantique sur le recensement du nombre de cas de COVID-19 en Inde et aux États-Unis. Donc, leur outil permettait juste de voir les tendances sur le nombre de cas, particulièrement en Inde et aux États-Unis. Et on a aussi le travail de Chrysostomos qui a qui a utilisé une méthode computationnelle permettant de prédire si un homme est atteint du virus de la grippe de type A. L'équipe de SOR à l'époque, donc bien avant. En fait, j'ai cité le cas pour montrer juste que les outils automatisés ne datent pas d'aujourd'hui avec, par exemple, les technologies qui avancent. Donc, depuis des années, même les années 1900, il y avait aussi des outils automatisés que les gens mettaient sur pied. Et ici, ils utilisent une méthode de graphe afin de créer un outil se basant sur la méthode des neural networks pour mettre sur pied un outil de prédiction de tuberculose pulmonaire au moment de la présentation dans un établissement de soins de santé. Ensuite, en 2009, on a aussi l'équipe de Anif et collaborateurs qui ont utilisé trois types de réseaux de neurones différents et leur outil permettait de faire une classification des différentes sévérités de l'asthme. Et Chapet et Al, les collaborateurs qui ont mis sur pied un outil d'aide au diagnostic et proposition de traitement de 4 maladies tropicales. En principe, en fait, ce travail de master, est un travail revenant sur le travail de Chapet et collaborateurs. À l'époque, c'était son travail de thèse, en fait. Donc, dans son travail de thèse, l'étude était faite, c'était un outil d'aide au diagnostic, se basant sur le réseau de neurones artificiels quantiques. Et là-bas, bon, c'est pour le diagnostic de 4 maladies tropicales, le paludisme, la fièvre tropicale. Je ne me rappelle plus trop les 4 maladies. Et
Et il fallait reprendre le travail utilisant maintenant des simulateurs quantiques réels parce qu'à cette époque, ils ont fait le travail en utilisant le langage C, par exemple. Et sur C, il n'y a pas de, il y a pas de, on n'avait pas de simulateur quantique réel. Donc, il faisait des adaptations. Donc, d'où alors la problématique de notre travail, c'était d'essayer d'améliorer les performances des outils automatisés pour diagnostiquer la COVID-19 utilisant les réseaux de neurones artificiels quantiques, plus précisément la mémoire associative quantique. Et afin de toucher ce problème comme objectif, il fallait concevoir l'outil d'aide automatisé en question, concevoir une base de données des maladies respiratoires, comme je dis tantôt, pour raison pour laquelle nous avons choisi 4 maladies respiratoires, COVID-19 et 3 autres. Il fallait implémenter en utilisant la bibliothèque Qiskit d'IBM, les algorithmes de recherche quantique, de la mémoire associative quantique, et ensuite essayer de construire l'interface graphique pour produire les données et visualiser les résultats. OK. Bon, toujours dans la littérature, on a devait parler des réseaux de neurones. Pour nous qui ne sommes pas des grands biologistes, on a dit qu'un neurone, c'est le. C'est comment définir ça? Qu'un neurone, c'est la cellule excitatrice de notre cerveau. Et maintenant, on a le neurone biologique qui se présente avec, comme vous le voyez schéma, où on a des dendrites qui reçoivent l'information, passent par les corps cellulaires et arrivent jusqu'aux synapses. Et s'il a atteint, en fait, on parle souvent de s'il y a une tension seuil avant qu'il va arriver aux synapses pour distribuer l'information. Et ça, c'est le cas du neurone biologique. Maintenant, comme on parle du neurone artificiel, le neurone artificiel qui est quoi? Qui est la correspondance, bon, pour avoir une correspondance entre le neurone artificiel et le neurone biologique, les dendrites, autant pour moi, sont ce qu'on appelle les inputs qui sont notés ici X1 et X2. Le corps, l'axone, ce sont les poids de connexion W1, W2. Le corps cellulaire, c'est c'est le PC couvre le sigma, le nom va me revenir, sorry, ça m'a échappé. Et les synapses, c'est la sortie où on voit F de AG. OK, next. OK, en ce qui concerne les réseaux de neurones quantiques, comme je disais tantôt, ce n'est pas un concept des années 2000, ce sont des concepts qui datent de nombreuses années. Et l'introduction du concept des Quantum Neural Networks vient de CAC en 1995. Et dans les années 2023, HAL propose un travail où les patrons stockés sont considérés comme étant les états de base de la mémoire associative quantique. Un peu plus bas, je donnerai ample explication sur ce qu'on appelle patrons. Bon, les patrons, comme on peut comprendre, ce sont les entrées. Et il faut maintenant que notre réseau de neurones mémorise en fait ces entrées afin de faire le calcul dont on souhaite. Et en 2001, Atelski propose un travail où ils font des mises à jour des poids de connexion d'un Artificial Neural Network. Et ils disent que la mise à jour des poids de connexion d'un Artificial Neural Network peut être conçue analogiquement sur un QNN. Donc, les poids de connexion W1 et W qu'on a par exemple vu sur le schéma précédent, on peut les construire de façon analogique sur un Quantum Neural Network. Et en 2008, Zhu propose ils construisent un QAM, Quantum Associative Memory, avec mes nouvelles méthodes de multi-reconnaissance avec 100% de probabilité de bons résultats. Donc, je crois que là, faisait des reconnaissances d'images et le modèle en question faisait une bonne reconnaissance, on va dire parfaite, vu que la probabilité était de 100%. Mais nous sommes en sciences quand même et avoir un résultat de 100%, c'est pas trop. C'est pas trop. En fait, c'est, comme on dit souvent, soit on va dire l'outil a trop faxé. On va dire ça comme ça. L'outil a un peu trop faxé. OK. Qu'est-ce qui se passe avec OK, super. Là, ici, maintenant, pendant notre travail, comme je disais tantôt, faire un diagnostic, ça revient à faire quoi? À faire une recherche. Et pour faire cette recherche, il fallait donc mettre sur pied
des algorithmes de recherche. Des algorithmes de recherche quantique, autant pour moi. Donc, et on a deux cas d'études. On a pris deux cas, l'algorithme de recherche linéaire et l'algorithme de recherche non linéaire. Bon, l'algorithme de recherche linéaire avait trois variantes qu'on a nommées C0, C1 et C2 qui découlaient de l'algorithme de l'algorithme quantique de Grover. L'algorithme quantique de Grover, c'est un algorithme de recherche. Un algorithme de recherche, par exemple, j'ai un sac, on a peut-être une liste et on veut des noms spécifiques. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? Quand il sélectionne un nom, ce qu'on appelait patron d'abord plus haut, il sélectionne un nom, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher ce nom dans reviens à outil et méthode. Ouais, tu veux. Donc, il va rechercher, non, yes. Il va rechercher donc ce nom dans ma liste. Donc, c'est exactement ce que l'algorithme de Groove fait. Et les algorithmes C0, C1, C2 sont juste des versions modifiées. Bon, pour notre travail, on a fait la partie théorique de l'algorithme de recherche non linéaire, mais la partie pratique, on n'a pas pu l'implémenter à temps pour pouvoir déposer le travail. Donc, on a juste fait théoriquement, pas pratiquement. OK. Ici, là, par exemple, vous avez ce diagramme, en fait, nous présente l'algorithme, comme il dit, l'algorithme de Grover qui était avec trois variantes. Bon, notre cas, notre algorithme de recherche avait trois variantes, C0, C1 et C2. Donc, à C0, ici, comme vous voyez à C0, à l'étape A, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ce qu'on appelle le psi, on appelle l'état quantique psi, ça c'est notre input, et on va initialiser, on va, on appelle ça, les ordinateurs quantiques, bon, pas ordinateurs, les calculateurs quantiques initialisent l'état fondamental à 0. Comme vous voyez là-bas, il y a un A et à côté, le truc, on appelle ça le quête. Donc, on va quête 0. Donc, ça initialise tout état, ces entrées de notre circuit quantique, c'est quête 0. Bon, comme vous n'êtes pas trop du domaine quantique, en principe, en théorie, en information quantique, on dit tout n'est que circuit quantique. Les circuits quantiques, en fait, ce sont les équivalents, par exemple, des. Bon, on a peut-être certains ont déjà entendu parler des portes logiques. Des portes logiques. En fait, la construction de ces circuits découle donc des portes logiques qui ne sont plus classiques, mais des portes logiques quantiques avec des opérateurs quantiques bien établis. Donc, ici, on a notre état d'entrée qui est là-bas, qui est psi, et on va appliquer un opérateur A qui va nous permettre d'initialiser notre état d'entrée. Ensuite, à l'état B, on va appliquer un opérateur qui est noté là-bas haut, qu'on appelle l'opérateur d'oracle. Et l'opérateur d'oracle va nous permettre de faire quoi? L'opérateur d'oracle nous permettra donc de marquer l'état cherché. Donc, par exemple, comme je disais, par exemple, je suis dans une liste. J'initialise déjà mon psi qui sera mon état d'entrée. Maintenant, alors, l'opérateur d'oracle va nous faire quoi? Va permettre de, de, de marquer, de mettre comme une sorte de marqueur spécifique sur cet état d'entrée. Et ensuite, maintenant, je vais l'appliquer l'opérateur de diffusion pour qu'il garde la probabilité l'opérateur de diffusion pour qu'il garde la probabilité en fait, pour que la probabilité d'avoir le bon résultat en sortie soit élevée. C'est pour ça que l'opérateur de diffusion est appliqué. Et ensuite, on va faire suivant un nombre d'itérations et on va observer à la sortie. Ça, c'est l'algorithme le plus basique qui était C0. Ensuite, on a l'algorithme C1 qui vient après. OK. L'algorithme C1 maintenant, voilà, les algorithmes C1 et C2 ont le même principe, mais arrivé à certains niveaux, il y a un changement au niveau de la construction des opérateurs. Bon, on va toujours partir à l'étape 1 où on a notre psi. On va appliquer un premier opérateur d'oracle classique précédent. Bon, le même opérateur d'oracle qui était défini à O. Ensuite, on aura l'opérateur de diffusion. Maintenant, on aura un deuxième opérateur qu'on appelle IM. S'il vous plaît, patientez un peu.
Sorry. Donc, on va appliquer un deuxième opérateur qu'on appelle IM et cet opérateur donc, va permettre de faire quoi? De conserver donc ces amplitudes de probabilité. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? On applique encore, on réapplique notre opérateur de diffusion D. Et comme il dit, l'opérateur de diffusion inverse les amplitudes, permet d'inverser dans les amplitudes de probabilité des états non désirés afin de conserver, pour que l'amplitude de probabilité de l'état considéré soit vraiment élevée. Bon, comme je disais tantôt, on aura le IM. Le IM va nous permettre, l'opérateur IM va nous permettre donc, de conserver donc, ces amplitudes de probabilité des états souhaités. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer d'appliquer, de faire le job, jusqu'à après obtenir l'état souhaité. Next, please. Ok, bon, ici là maintenant, ça ce sont les formulations mathématiques des différents opérateurs. Et on aura, c'est aussi vrai que vous n'êtes pas des physiciens et autres, il y a beaucoup de termes qui sont un peu plus quantum computing. Alors, bon, l'opérateur d'Oracle, comme je disais tantôt, est défini comme suit. On aura notre état requête. L'état requête, c'est comme je disais tantôt, c'est l'état dont on cherche, en fait, l'état cherché, voilà, l'état cherché. Donc, c'est ça qu'on appelle notre état requête. Ensuite, what's happening? OK, et l'état requête en fait obéit à la loi de distribution, à la loi de distribution binomiale, où A est une valeur arbitraire qui définit la largeur la largeur de la distribution. Donc, bon, il est bien dit A, c'est une valeur arbitraire. On peut choisir entre 0 et 1,5. DHP, c'est la distance de A min entre un état X et un état et l'état P. OK. Et on dit que P indique l'état sur... Oh, revient encore, Steve. Je n'ai pas fini. Il disait P indique l'état sur lequel est centrée la distribution. OK. Next. OK. Voilà, le nombre d'itérations lambda, comme que je disais tout à l'heure, s'évalue aussi. Et sa formule est donnée par le T qui est le temps. On va partir de la pulsation. On va trouver la pulsation de Grover qu'on appelle oméga et une valeur, une constante alpha choisie au choix, hein, en fonction de ce qu'on cherche. Et on pose, bon, B, c'était plus haut. Bon, on va vers B, voilà, pour avoir la valeur de oméga, en fait. Voilà la forme de B. On va partir de l'état requête et l'état de notre système pour obtenir le oméga. On a B, on a la formule pour obtenir oméga et on peut donc tirer nos différents paramètres. Maintenant, l'opérateur de diffusion, quant à lui, si vous avez un peu prêté attention, ici, là, maintenant, on aura plutôt, il entre en jeu plutôt l'état du système qui est le psi, là. On avait l'état requête et on a l'état du système. L'état du système, comme on a initialisé tout notre système en général. Et lui maintenant dit qu'est-ce qu'il va faire? Comme il dit, il va maintenant marquer, diminuer les amplitudes de probabilité des états non souhaités. C'est ce que D fait. OK, suivant. Et bon, psi est défini comme vous voyez là. Et maintenant, les variantes d'opérateur IM, comme je disais tantôt, il va inverser les amplitudes de probabilité des patrons mémorisés. Donc, comme je sais peut-être choisir le nom Tato, comme dans ma liste sur laquelle je fais la recherche, il va maintenant inverser les amplitudes de probabilité sur l'état qui est Tato qui est choisi et le reste, les autres opérateurs vont essayer de diminuer tout et tout. Et bon, comme je dis, il avait deux variantes. Et la deuxième variante de l'opérateur est donnée, ressemble à l'opérateur diffusion donné plus haut, mais par contre, ici, un autre état requête qui entre encore en jeu. Et IM est donné, comme vous voyez présenté là. Next.
OK, bon, ça c'est tout pour calculer les différents paramètres qui entrent dans notre formule. Et maintenant, bon, en fait, j'ai pas fini. Pas fini l'échange. OK, l'application diagnostique de la COVID, OK. Comme je disais tantôt, il fallait l'apprentissage ici c'est fait par la méthode par exclusion. Donc, je récupère l'état dont je veux faire la recherche dessus et le reste, qu'est-ce qui est fait? Sur le reste, maintenant, je diminue juste les amplitudes de probabilité. En théorie, on dit en théorie quantique, la théorie quantique est probabiliste. Donc, en théorie quantique, on joue beaucoup plus avec les probabilités. Et à quoi c'est la méthode d'exclusion? Elle permet d'augmenter la probabilité de restitution du bon résultat. Donc, d'où la danse avec tous ces opérateurs concrets dans le machin. L'utilisation d'opérateurs linéaires permet de retrouver l'état d'origine de la mémoire. Donc, l'état de la mémoire ne va pas revenir avec du bruit ou tout. Donc, c'est pour ça que les opérateurs quantiques linéaires donc, permettent donc de faire ce petit job. Next. OK. Bon, comme je disais, notre base de données, dans notre base de données, comme je disais tantôt, on a répertorié 4 maladies. Et on s'est mis dans des cas où peut-être le malade peut avoir uniquement la COVID-19, peut-être qu'il a juste la grippe, peut-être qu'il a juste la tuberculose, peut-être qu'il a l'asthme, peut-être il a et la COVID et la grippe, COVID et tuberculose, tuberculose et grippe, COVID plus tuberculose, ou les COVID, grippe, asthme, ou grippe, tuberculose, asthme et autres maladies. Et bon, ce que vous voyez à côté, code, machin, tout ce sont les différents encodages qu'on a donnés aux différents cas. Maintenant, en ce qui concerne les signes et symptômes, on a aussi codé ça sur un nombre de bits précis. Je crois que c'était un truc comme 3, 6, 9, c'est une conférence. 6, 9, sur 9 qubits. Bon, on appelle les qubits, ce sont les. Le qubit, c'est la correspondance quantique du bit classique qu'on connaît. Les bits classiques, on avait 0, 1. Le qubit aussi, c'est 0, 1. Mais le truc avec le qubit, c'est que en informatique classique, on disait l'état peut se trouver soit l'état est soit 0, si c'est 0, et après c'est 1 ou 1 ou c'est 0, donc c'est soit 0, c'est soit 1. Mais par contre, en théorie, en information quantique, le qubit, elle peut être dans l'état 0 et 1 au même moment. Pourtant, en classique, c'était soit 0, soit 1. Ici, c'est 0 et ça peut être 0 et 1 au même moment. D'où la théorie du chat de Schrödinger. Donc, on avait notre registre à 13 qubits. On a encodé notre truc sur un registre à 13 qubits où il y avait les qubits pour les symptômes, qubits pour les. Ah, je sens détourné à ce comme c'était mon truc. La partie rouge qui était prévue pour les qubits, pour les symptômes, la partie bleue, qubit pour l'algorithme de recherche linéaire et la partie noire pour l'algorithme de recherche non linéaire. Comme je dit tantôt, on n'a pas pu implémenter ça dans notre travail. OK. Donc, ça, c'est juste quelques symptômes et les codes binaires qu'on a choisis. Next, s'il te plaît. OK. Donc, ici, là, par exemple, on a pris dans notre base de données, base de données 4 symptômes propres. J'ai oublié que c'est comme si oh, punaise. Pas grave. C'est comme s'il y a un peu slide de l'interface. Oh là 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 là. Reviens, rentre un peu, Steve. Peut-être où ça a sauté. Tu peux un peu rentrer, s'il te plaît. Ah là, il n'y a pas. Non, avance. Oh là là. Je me suis déjà mis, mais bon, on va faire avec ceci. Bon, comme elle dit tantôt, notre outil a 3 algorithmes implémentés à l'intérieur, donc 3 variantes de l'algorithme de recherche linéaire. Et comme je disais, il y a le C0, C1 et C2, qui sont des variantes de l'algorithme de Grover. Donc, par exemple, ici, là, je pars dans ma base de données, je pars dans l'interface, et qu'est-ce que j'ai dit? Je lui demande de récupérer, je sélectionne 4 symptômes propres à la COVID. Donc, les symptômes sont les symptômes qui sont propres à COVID. Ce ne sont pas des symptômes qui sont chez COVID, chez grippe, chez tuberculose, chez asthme. Donc, 4 symptômes vraiment propres à la COVID. Et qu'est-ce qui me dit? La probabilité que le patient souffre de la grippe qui est dans notre tableau encodé qui était plus haut. On a dit que si c'est de la grippe, si c'est le COVID par exemple, c'est 0,01. La probabilité qu'il souffre de la grippe, effectivement, ce sera on voit que l'algorithme C2 nous donne un résultat de 79,5%. Et la probabilité que ce soit autre chose, je crois, 1 était décerné pour
Voilà, 1, c'était pour autre maladie. Et le reste, 20,50%. Bon, pour le cas de C2. Next. OK. Maintenant, ici, là, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, on a pris 2 symptômes communs. On a pris 3 symptômes propres déjà à COVID-19. On a sélectionné encore 2 symptômes communs à COVID-19. Communs à COVID-19 et à la grippe. Donc, il y a 3 symptômes qui sont uniquement dédiés à COVID-19. Et les 2 autres symptômes, on prenait 5 symptômes pour tester notre outil. Et qu'est-ce qu'il disait? Il nous disait que, bon, C2 ici, nous faisait de meilleurs calculs en donnant une probabilité de 59,35% que le patient souffre effectivement de COVID-19 et il dit à 40,65%, il peut souffrir de 0,011 correspondait à COVID-19 plus grippe. Donc, ici, dans les débuts, bon, dans certains cas aussi, c'était pas figé que c'est tout CD qui va donner le même résultat. Donc, le but, c'est quoi? C'est que l'algorithme qui reçoit l'état, en fait, l'algorithme qui fait le meilleur calcul aura la plus grande probabilité. Next. OK. Ici, là, maintenant, on a pris 2 symptômes propres à COVID-19 et 2 symptômes propres à la grippe et 1 symptôme commun aux 2. Et on se rend compte que et ça nous donne effectivement, ça nous donne les probabilités déjà. Si c'est que le patient souffre vraiment de COVID, l'algorithme qui nous donnait le meilleur résultat, c'était C2 avec 39,95%. Si le patient souffre de 0,010 correspondait à la grippe, voilà. À la grippe, c'est plutôt ici C1 qui nous donne le meilleur résultat. Et maintenant, si peut-être c'est un cas de co-infection, donc comme ici on a pris grippe et Covid, C2 nous donne le meilleur résultat avec 19,25%. Donc, dans le cas d'une comme je disais tantôt, on s'est mis aussi dans un cas où ça peut être une co-infection ou non. Donc, soit peut-être qu'il a uniquement une seule des maladies et il peut y avoir des cas où on a affaire à des co-infections, grippe tuberculose, grippe Covid, etc. Please, next. Suivant. Next. Oh, allô? Steve, on est ensemble? Allô? Steve, Sophie, chez moi, c'est calé. Le micro. Larry, s'il te plaît, tu peux avancer? Oui, Vital, j'ai avancé. Je ne sais pas si tu vois de ton côté. Avance un peu, voir. Chez moi, ça n'a pas bougé. OK. OK. D'accord. Donc, bon, c'est bon. Ici, là, maintenant, il nous fallait certaines métriques. Enfin, on a choisi quand même quelques métriques qui nous permettront d'évaluer les performances de notre outil d'aide. Et on est parti sur la sensibilité. On a pris comme métrique la sensibilité, la spécificité. Déjà, et comme définir la sensibilité, elle nous permet de connaître la proportion d'individus positifs effectivement bien détectés par le test. Et la spécificité, c'est la proportion d'individus négatifs effectivement bien détectés par le test. Et les algorithmes C0 nous donnent une spécificité de 94,45, C1 94,35, C2 91%. En ce qui concerne la sensibilité, C0 94, 29, 94, 28 et 97, 84 pour C2. Je crois que ces pourcentages corroborent effectivement avec les résultats de quelques tests effectués par l'outil précédemment. Next. OK. Autre métrique choisie, on avait le rapport de vraisemblance positif qui nous permet d'évaluer, qui est un rapport indiquant à quel point un individu a plus de chances d'être positif. En réalité, ce test est positif. Vous, les mathématiciens, vous connaissez bien ça, ce petit tableau-là, où on fait souvent dire qu'il est vrai positif, je crois que c'est une étude de probabilité, si je ne me trompe pas. Et le rapport de vraisemblance négatif, qui est un rapport indiquant
à quel point un individu a plus de chances d'être positif en réalité si le test est négatif. Bon, la formule est donnée comme suit. Mais maintenant, le rapport de vraisemblance maintenant négatif, on va faire 1 sur ceci. Si je bonne vue. On a fait 1, effectivement, on calcule comme ça, après on fait l'inverse du résultat trouvé. Et bon, voilà les différentes valeurs trouvées pour ces rapports de vraisemblance. Next. OK. Et autre métrique, on avait les valeurs prédictives. Et on avait la valeur positive qui est la proportion de cas effectivement positifs détectés par le test. Et celle négative qui est la proportion de cas effectivement négatifs parmi les négatifs détectés par le test. Il y a beaucoup d'autologie là, mais bon, c'est un peu ça la définition. Et les formules sont données ci-après. Et vous voyez qu'ici, dans la formule du rapport de la valeur positive ou cause négative, on voit la spécificité et la sensibilité interviennent. Next. OK. Et voilà notre tableau. Ah, désolé, voilà, c'est où on faisait l'inverse. C'est par rapport sur la formule de trouver plus haut. Je crois que c'est ici qu'on faisait l'inverse plutôt sur la valeur de positive et négative pour faire le tracé. Et effectivement, ça, c'est le tracé des résultats découlant de notre outil et c'est fonction des différents algorithmes. Donc, on voit bien que les valeurs, enfin, les prédictions quand même données par notre outil tendent quand même à de bons résultats. Next. OK, bon. Arrivé au terme de notre exposé, il était question pour nous de construire un outil d'aide à la décision pour le diagnostic de la maladie à COVID-19. Et on a vu qu'un nombre important de signes et symptômes spécifiques à la maladie nous donne, si on choisit un nombre de signes et symptômes spécifiques à la maladie dont on fait la recherche, alors on aura une probabilité élevée vraiment de dire effectivement ce patient souffre de la maladie qu'il pense ou qu'il dit. Et bon, l'algorithme C2 nous donnait de meilleurs résultats pour des signes et symptômes spécifiques. Et l'algorithme C1 pour des cas de co-infection. Donc, comme je disais tantôt, notre outil d'aide, comment on est outil d'aide à la décision? Par exemple, comment est-ce qu'il peut aider un médecin? Le temps pour un patient, par exemple, le patient sur peut-être sa tablette, son téléphone, son smartphone, son ordi, et a l'outil à main. Et là, maintenant, il a l'interface devant lui, il choisit les symptômes. Et le truc avait un pourcentage dit que monsieur, vous pouvez souffrir peut-être de grippe. Vous pouvez avoir dans 70, vous avez une probabilité de 70% peut-être, on peut dire 70% d'avoir la grippe ou peut-être 80% d'avoir la COVID ou 85%. Là, ça permet à ce que quand il arrive à l'hôpital, par exemple, maintenant pour rencontrer effectivement le médecin, et ça facilite un peu le travail du médecin. Il y avait un très grand nombre d'examens à faire pour peut-être déjà pour au moins savoir la maladie. Il faut d'abord faire, il faut faire certains examens pour savoir même de quoi vraiment souffre le patient. Par contre, si le patient dit qu'il a ça, il a ceci, tel symptôme, il valide. Là, maintenant, le type peut dire s'il y a un cas de co-infection, grippe, COVID, là, ça restreint en fait un grand champ de recherche. Donc, ça réduit un temps de travail au personnel médical où il n'aura plus forcément à aller chercher peut-être à savoir si il peut avoir la grippe, il peut avoir le paludisme, il peut avoir la typhoïde, machin, tout et tout. Et il sait que donc là, maintenant, comme il sait que probablement il peut avoir soit la grippe, soit la COVID, soit il peut avoir soit la tuberculose, soit l'asthme, il peut maintenant faire des examens vraiment orientés maintenant sur ces deux maladies. Next, quoi, je te passe la part des remerciements. OK, j'en ai terminé. Merci pour votre aimable attention. Et désolé encore pour les turpitudes du début. C'est le réseau, c'est le pays, on fait comment? OK, merci beaucoup, Vital, pour ta présentation. Bon, nous te remercions Merci pour vraiment. l'invitation. Et malgré les difficultés, notamment les difficultés de connexion, on a pu y arriver. Voilà. OK. Nous te disons encore une fois de plus merci pour cette présentation fascinante. Donc, nous avons montré comment est-ce que
la mémoire associative quantique. Bon, c'est un thème que euh, cette discussion, bon, moi personnellement, je n'avais pas encore entendu ça, mais pas le mot. Voilà. Comment est-ce que la mémoire associative quantique et les algorithmes de recherche quantique peuvent permettre de révolutionner, de diagnostiquer les maladies respiratoires et notamment la COVID-19. Voilà. On a vu qu'également la physique s'implique fortement dans la résolution des problèmes, bon, des problèmes actuels. Bon, nous allons donc ouvrir la phase de discussion bon, pour approfondir certaines réflexions, bien, pour des suggestions concernant la présentation de Vital. Voilà. Bon, si, bon, la parole est à qui veut la prendre. Bon, moi, bon, je vais commencer. Si je crois que personne ne sait comment manifester, bon, moi, je vais commencer. Voilà. Une fois de plus, merci encore, Vital, pour ta présentation. Bon, moi, Merci. j'ai quelques, pas des questions, j'ai quelques questions en tout cas. Oh, allons-y, allons-y. Alors, bon, puisque c'est moi qui manipule, je vais. Ah, ah. Bon, au début, bon, je sais pas, mais j'aimerais que bon, que tu me parles un peu bon, de l'approche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'aimerais savoir, bon, quel est l'avantage de cette approche concernant les autres approches, notamment concernant, par exemple, la QPCR, bon, qui est une méthode de diagnostic bon, très rapide, puisque je crois que les résultats se donnent en quelques minutes aussi. Et c'est pour ça parce que l'objectif de la méthode était aussi de pouvoir réduire, de pouvoir détecter, diagnostiquer très rapidement. Mais Ouais. les tests comme par exemple la QPCR permet aussi de diagnostiquer avec un temps, bon, avec un temps aussi. Bon, toi, bon, j'aimerais que tu me parles juste de l'avantage de cette approche, Mhm. non, parce que tu es physicien, de cette approche, contrairement à d'autres approches. Voilà, super. OK, comme tu dis, on a dit tantôt, on a des approches, les approches classiques où on a répété, on a cité avant tantôt les outils biologiques du QPCR. Et comme pour l'hôpital, par exemple, on fait comme des tests comme le PCR où on va te passer des choses dans les narines. Et c'est des méthodes qui marchent très bien, ça passe vite. L'année où on part à Innsbruck, le workshop, il fallait faire le test Covid. Il fallait les résultats rapides. On attendait à l'hôpital 1h, 1h30, 2h, 3h pour certains, pour avoir les résultats. Maintenant, c'est où les gens, on va se dire, bon, les méthodes traditionnelles sont là, mais il nous faut des méthodes plus rapides. Les gens viennent avec des outils, les outils qui vont permettre de faire ce genre de test un peu plus rapidement et le résultat s'affiche. Voilà l'un des avantages déjà d'utiliser des méthodes automatisées. Maintenant, les méthodes automatisées, maintenant, dans les méthodes automatisées, tantôt, comme je disais tantôt, on avait les méthodes classiques et après sont venues les méthodes quantiques. Pourquoi les méthodes quantiques sont rapides? Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle le parallélisme. Le parallélisme et les principes de, de superposition. Je disais tantôt, le bit est soit dans l'état 0, soit dans l'état 1. Donc, il est soit 0, il peut être 0 et 1 en même temps. Tu vois que si déjà mon bit peut être 0 et 1, alors il y a déjà, il peut faire des calculs un peu plus rapidement que celui qui va d'abord attendre, qui est d'abord 0 ici, là. Ça au moment que ce sera 1, il va encore attendre à peut être 0, peut-être il va être 1, il va être 0. Pourtant, lui, il est 0, 1 de façon parallèle, de façon simultanée, dont on parle de la superposition quantique. Donc, et on se rend compte que les approches maintenant, les algorithmes quantiques maintenant, viennent créer donc ce gain de temps qu'on a. Comme je disais, j'ai pris d'abord par exemple l'autre cas du patient. Je suis le patient, je suis à la maison, qu'est-ce que je fais? Je choisis par exemple les symptômes que j'ai. Et ça me dit, avec tel pourcentage, je souffre de telle maladie, telle maladie. Là, ça me permet à ce que quand j'arrive à l'hôpital,
je n'ai plus à dire, on n'a plus à faire un certain grand nombre de machines. On a pu faire un certain grand nombre de tests. Donc, on a pu, c'est tombé dans l'océan. On a pu faire un grand nombre de tests. Donc, le médecin va savoir que, étant donné que toi, tu arrives déjà à l'hôpital, supposant que tu as soit la grippe, soit Covid, il se place, il fait maintenant des tests vraiment biologiques. Il va se rester à faire des tests uniquement biologiques pour pouvoir checker ta maladie. Et l'algorithme quantique, je répète encore, c'est un gain en temps et un gain en précision. Les algorithmes quantiques ont la réputation d'être d'abord précis et sont aussi très, très, très rapides. OK. Bon, par exemple, la recherche, par exemple, sur les tests présentés, avec les résultats présentés, ça prenait un truc comme 7 secondes. 7 à 4 secondes comme ça. D'accord. OK. Bon, merci beaucoup pour cette réponse. Voilà. Bon, ça veut dire que si je comprends bien, le type de données que vous avez utilisé, c'était juste des symptômes, c'est-à-dire il y avait une base de données Oui, que n'a pas oui. utilisée. Ah, OK. D'accord. Donc, j'ai une base de données contenant les symptômes de ces maladies. Et dans ces symptômes, il y a des symptômes qui sont uniquement spécifiques à la maladie. Et il y a des symptômes maintenant qui sont des symptômes communs aux maladies. D'accord. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. Bon, je vais passer la parole à Léopold qui a levé la main. Voilà, Léopold, tu as la parole. Allô? Allô? Oui, déjà, bonsoir. Oui, oui. Allô. Félicitations à Vital pour sa Bonsoir. très bonne pour sa présentation. Ma question n'est pas, je ne dirais pas une question, mais j'aimerais bien comprendre la plus-value dans l'apport médical direct, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous rassure ou bien le taux de fiabilité de la mise en place d'une application prenant en considération le monsieur Mike. C'est-à-dire, si on devait adopter cela pour mettre en place une application, quel serait le taux de fiabilité, médicalement parlant? OK. Comme je dis, merci déjà pour la question, M. Paul. Comme je disais tantôt, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, quand on parle d'aide à la décision, ça signifie quoi? Ça signifie que cela permet au personnel médical, comme on s'est demandé de dire, par exemple, de pouvoir de restreindre le champ d'action des examens, restreindre le champ d'action des examens, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous arrivez par exemple à l'hôpital, vous dites, j'ai la grippe. Vous dites pas j'ai la grippe, vous dites, j'ai la fièvre, j'ai la poitrine qui fait mal, j'ai le dos qui fait mal, j'ai des courbatures, j'ai des céphalées et j'ai tout ça. Le médecin lui-même, quand il vous dit, c'est comme si vous souffrez peut-être de grippe. Lui-même, il est juste en train en fait, il se base sur ce que vous avez dit pour vous dire, vous souffrez peut-être et peut-être vous prescrire un traitement. C'est en fait ça. C'est en fait ça le but des outils aussi automatisés. Comme le médecin, lui, il se focalise sur ce que vous avez cité dans quand vous lui dictez vos symptômes. L'outil d'aide fait quoi? Il vous permet aussi de dire que bon, je suis à la maison déjà, avant d'arriver à l'hôpital, ou j'arrive même à l'hôpital, je sélectionne ces 10 symptômes. Alors, le médecin voit déjà que vous avez la probabilité que vous ayez telle maladie est de ceci. Ce qui va maintenant faire quoi? Il peut directement vous envoyer au laboratoire, aller faire maintenant tels examens, les examens là qui sont maintenant spécifiques, par exemple supposons la tuberculose. Et là maintenant, il peut proposer une médication. Et comme vous avez dit, la fiabilité.
Par exemple, on s'est rendu compte quoi, spécifique à une maladie, ça nous disait qu'avec telle probabilité, le patient s'y souffre ça. Et on mettait aussi des cas où on mixait des cas de maladies singulières ou des cas de co-infection. Donc, Jacques, qu'est-ce qu'il fait? On sélectionnait par exemple 3 maladies qui sont spécifiques, par exemple, à COVID-19. Et on sélectionne, on n'a pas 3 maladies, on sélectionne 3 symptômes spécifiques à la COVID, par exemple. Et on prend encore, mais on prend aussi le cas, on dit que bon, on peut sélectionner des symptômes qui sont COVID, qui sont communs à COVID et à la grippe ensemble. Donc, ils ont les mêmes symptômes là. Et qu'est-ce que l'outil nous disait? On nous disait, avec telle probabilité, il a, par exemple, le COVID-19, et avec telle probabilité, on peut se retrouver dans un cas de co-infection où il a COVID, par exemple, et la grippe en même temps. Donc, c'est pour ça que on a évalué donc des métriques. On a mis en place des métriques afin de, de peser la fiabilité de l'outil en question. Donc, les métriques ont été effectivement présentées où on parlait des valeurs, par exemple, positives et négatives, le rapport de vraisemblance, la spécificité, la sensibilité, tout ça. Et ces paramètres, monsieur Paul, sont des paramètres utilisés même dans le jargon médical. Chez les médecins, ils font les tests de labo. La sensibilité, par exemple, de l'outil de diagnostic, ils ont même pas l'outil qui est computationnel, l'outil biologique. Et des résultats qu'ils obtiennent aussi. Donc, c'est un peu niveau la fiabilité de l'outil. Comme il dit, on va se baser donc sur ces métriques qui ont été évaluées. Et fonction des symptômes qu'on choisissait, par exemple, ça nous disait effectivement le patient a ceci, il a cela. Bon, Monsieur Vital, je pense que je ne suis pas allé dans on n'est pas allé dans le bon sens. En fait, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que vous avez fait des simulations? Genre, on peut dire sur une cohorte de 50 personnes, on a fait une expérience et que les résultats qu'ils ont donnés, c'est-à-dire les symptômes qu'ils ont déclarés, ont conduit à parfaitement à cette maladie. Donc, le taux de réussite, non, tous les symptômes que déclare le patient aboutit à la maladie espérée. C'est là qu'on peut voir le taux de fiabilité. Ouais. Ah, je vois. Bon. Je comprends mieux la question. Si on est vraiment allé à l'hôpital, bon, on n'a pas testé, comme je disais tantôt, c'était un travail de mémoire, de master. Donc, on n'a pas pris le soin d'aller aussi à l'hôpital. Peut-être qu'on va tester directement avec les patients qui venaient aux examens, par exemple, et avoir les résultats. Et voici ce que notre outil a dit et ce que peut-être le médecin a dit après les tests était. Donc, bon, on n'a pas poussé jusqu'à ce niveau. D'accord, je comprends que c'est un travail de recherche, mais pour que ce travail soit bankable, il faudra peut-être associer ce genre de situation. Ouais. Bon, c'est vrai que après le master, quand même, on n'a pas continué parce que, bon, Covid, c'était un peu machin. Et après le master, on s'est orienté vers autre chose qui a toujours trait aux maladies, mais vers le quantum machine learning, maintenant orienté plutôt à la découverte des médicaments du palu. Donc, on a pu continuer sur la lancée de l'outil d'aide au diagnostic. Comme elle dit, c'était un travail de thèse qu'on reprenait juste. Maintenant, puis en utilisant un simulateur quantique réel. Donc, vous prenez un travail. D'accord, c'est compris. Merci et bon courage. Merci aussi. Ok. Si tu me permets de prendre la parole. Non, ce n'est pas encore à toi de prendre la parole. Il faut lever la main, il faut lever la main. Voilà. Par la suite, on va prendre la question d'Aniva d'Oliciane. Aniva, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Vital, pour la présentation. Bon, j'aimerais un peu comprendre quelles sont les grandes étapes pour construire un tel logiciel. Donc, si par exemple une nouvelle maladie apparaît, on me demande de construire un tel logiciel, quelles sont les différentes étapes que je devrais suivre? S'il faut construire les étapes à suivre pour construire un tel logiciel. Bon, c'est les informations
Ah, il y a des langages, non? Par exemple, ne serait-ce que pour l'interface, on a utilisé Tkinter sur Python. Donc, tout a été fait sur Python déjà. Et les étapes pour construire l'outil, bon, il faut designer son interface, il faut y penser au design de son interface, comment est-ce que l'interface va se présenter, comment ceci, comment cela, machin, tout et tout et tout et tout. Donc, pour construire, le premier challenge déjà, c'est avoir établi déjà ses algorithmes, avoir sa base de données. Le montage du logiciel, c'est comme tu vas penser. Tu veux un logiciel qui va ressembler à quoi? Il faut machin. Il y a des logiciels aujourd'hui pour ça. Il y a même des outils du genre, tu vas seulement venir placer et ça te propose le truc direct. Ça te génère, par exemple. Mais le premier gros travail d'abord, c'est penser d'abord les algorithmes. Il faut penser les algorithmes, il faut faire ci, il faut faire ça. Et après ça, construire la base de données. Et après la base de données, maintenant, s'en suivre l'interface ou le site web. Ça dépend. On peut même faire ça sous forme de site web, par une page HTML, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, merci. Mais je vais un peu reformuler ma question. Donc, scientifiquement parlant, comme tu l'as présenté là, je voulais un peu revoir les différentes étapes. Ça veut dire, j'ai une maladie. Peut-être que la première étape consiste à avoir la base de données. Mais de quel type de base de données? Donc, quelle est la base de données que je dois collecter, par exemple? Ah ouais, je vois. Par exemple, notre base de données. Notre base de données, en fait, quoi, je disais tantôt, notre base de données, comme je disais tantôt, est constituée, on a répertorié 3 autres maladies. Il y a des signes et symptômes communs à la COVID. Donc, dans la base de données, qu'est-ce que j'ai mis? On a juste balancé les symptômes, les différents symptômes de la maladie. Donc, je prends COVID, je sais que les symptômes, par exemple, de la COVID, c'est les courbatures, les céphalées, les maux de gorge, la perte d'appétit, la fièvre, machin, tout et tout et tout. Et c'est comme ça que tu vas aussi faire pour chaque maladie. Et maintenant, pour que peut-être, je ne sais pas si ça va entrer tout dans ta question, pour que maintenant ton outil sache que pour que ton outil sache que les symptômes qui sont communs, ça va te mettre dans ta base de données, sur telle ligne, par exemple, à la grippe, il y a peut-être les céphalos aussi. Tu vas, ça va de classer ta base de données où tu vas maintenant mettre les symptômes qui sont communs, par exemple, uniquement à la première maladie, uniquement la deuxième, uniquement machin. Peut-être les symptômes maintenant qui sont peut-être communs aux 4, symptômes qui sont communs 2, symptômes qui sont communs 3. Et après ça, bon, tu peux le faire sur un fichier Excel, sur un fichier CSV, sur un fichier TXT, sur un fichier machin. Ça dépend de toi. Donc, le modèle de réseau de neurones sera le même tel que tu l'as. Ça répond un peu? Oui. En fait, ça le modèle de réseau de neurones. Oui. Maintenant, concernant le modèle de réseau de neurones. Tu viens de répondre. Oui. Donc, après la base de données, il y a l'étape de modélisation, en fait, l'étape du modèle de réseau de neurones que tu as modélisé avec la quantique. C'est ça, non? Ouais. Et bon. Après l'étape du réseau de neurones, il y a une étape algorithmique. C'est ça. Voilà, l'étape algorithmique, c'est dans l'étape du réseau. Quantique, tout est circuit. Le réseau de neurones ne sera pas modélisé, je vais dire écrit, ne sera pas modélisé. Les perceptrons multicouches et autres. Ici, là, bon, ici interviendront comme je dit tantôt, les circuits quantiques. C'est comme ça qu'on va modéliser comme on avait la correspondance, par exemple, la correspondance biologique, on avait la correspondance entre le réseau de neurones biologiques et le réseau de neurones artificiels. Maintenant, il y a aussi une correspondance entre les paramètres du réseau de neurones artificiels et les paramètres maintenant de notre réseau de neurones quantiques. C'est un peu ça ce jeu. Donc, à chaque tour, il y a des correspondances qui interviennent. D'accord. Par exemple, les points de connexion que tu connais là, de façon classique, quantique, dans ton circuit quantique, il y aura sa correspondance.
la fonction d'activation, il y aura sa correspondance, et ceci, il y aura sa correspondance. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. D'accord. Merci beaucoup. Bon, avant de passer avant de passer, pardon, la parole à Romaric. Bon, moi, j'ai une petite question. Bon, c'est vrai, ce que je m'apporte à dire, bon, peut-être c'est un peu ta vision future, ou bien c'est ce sur quoi tu es en train de travailler actuellement. Je parle notamment du machine learning. Bon, parce que, Mhm. bon, généralement, lorsqu'on a ce genre de situation, parce que tu me parles d'un problème, bon, je vois les données sont des chaînes de caractères, des choses comme ça. Et généralement, Ouais. généralement, lorsque nous sommes dans ce genre de situation, avant de passer au deep learning, on s'intéresse d'abord au machine learning. Bon, c'est la raison pour laquelle Mhm. j'ai dit ça. Tu as dit que ton sujet de thèse actuellement était plutôt centré sur le machine learning. Ou est-ce que tu as pensé à Mhm. d'abord utiliser des algorithmes de machine learning et des modèles quantiques, ou bien tu t'es directement Ok, orienté vers le deep learning? bon, comme tu dis tantôt, mon travail effectivement de thèse intervient le machine learning. Et dans le machine learning, j'ai beaucoup plus accentué mon étude effectivement sur deep learning. Et c'est là, quand tu dis les chaînes de caractères, tu parlais des encodages. Et effectivement, même dans notre travail, si, à cette époque, on a aussi fait un encodage où on a créé par exemple un dictionnaire. Et on a placé chaque symptôme. À chaque symptôme, donc, on plaçait, il correspondait à une valeur. Bon, le symptôme, c'était la clé et la valeur, c'était un chiffre. Et les chiffres, là, maintenant, on faisait la conversion binaire pour former notre état, l'état correspondant effectivement à ce symptôme. L'état quantique correspondant à ce symptôme. Bon, en deep learning, encore aussi, comme ça, des chaînes de caractères, on fait des encodages, on va peut-être passer par euh, analyse, après ça, tokenization. On fait tokenization, machin, truc et autres. Un peu comme on a les modèles de NLP pour les encodages. Bon, ouais, ça fait partie des méthodes. Maintenant, si on voulait refaire on peut refaire le même travail utilisant le deep learning. Mais là, maintenant, il va falloir plus de données parce qu'on le sait bien, les modèles de deep learning sont performants quand déjà ils ont autant pour moi assez une consistance au niveau des données. Donc, tout ça est pris en compte. Bon, est-ce que tu as pensé à certains modèles de machine learning, notamment par exemple les modèles de classification, les SVM, les arbres de décision Mm. pour pouvoir. Bon, Bon, ça veut dire qu'à notre travail consistait à se baser sur les réseaux de neurones artificiels quantiques. Donc, les modèles classiques, les modèles de machine learning comme les random forest, machin, n'étaient même pas encore en pensée. Donc, nous ne pensons même pas encore à ça dans notre équipe. C'est bien après la soutenance que on nous a mis sur la voie du machine learning. Et bon, c'est aussi à ça. Et du machine learning, spécialement le quantum machine learning. Pour le quantum machine learning, c'est juste l'intersection entre le quantum computing et le machine learning. Donc, tu as ton modèle de machine learning que tu connais et tu vas peut-être servir des algorithmes de quantum computing pour faire le MB pour embed, intégrer les deux en fait. Tu embed machine learning. ok, merci beaucoup. Et bon, Romaric continue de parler évidemment. Romaric, est-ce que tu es là? Tu as la parole. Ouais, tellement que tu as monopolisé la parole, je ne sais pas si c'est vraiment oublié une fois mes questions. Bon, c'est vrai que Vita, merci beaucoup pour ta présentation sur le réseau de neurones artificiels quantiques. Bon, tu as posé beaucoup de questions concernant d'abord le type de data que tu utilises. Apparemment, ce sont les symptômes. Les symptômes, je ne sais pas si les symptômes sont les chaînes de caractères, comme tu as que tu encodes cela.
Et c'est parce que en cause là, ça devient les chiffres. Après ces chiffres, ça devient des valeurs numériques. Ces valeurs numériques, tu vas encore ensuite utiliser cela dans les réseaux non artificiels quantiques. En réalité, depuis là, j'essaie de me forcer à comprendre vraiment les réseaux non artificiels quantiques. Il y a même de voir vraiment d'où la quantique intervient. C'est vrai que j'ai un peu fait le quantique. J'ai un peu vu un peu certains trucs là-bas comme la wave function, wavelength function. J'aime de voir vraiment d'où les wavelength function apparaissent. Et c'est pas parce qu'on parle de quantique, il y a aussi des structures de quoi apparaître sur ça, je ne connais pas. J'aime de voir sur les algorithmes quantiques, comment ça fonctionne, les algorithmes quantiques fonctionnent là-bas dans les réseaux non artificiels. Voilà. Comme tu as dit, comme on a dit, j'ai dit tantôt, bon, dans notre cas ici, les wavelength functions ne vont pas intervenir. Wavelength functions, c'est beaucoup plus poussé qui vont travailler sur l'électronique quantique, par exemple. Moi, par exemple, dans mon cas, moi, j'étais concentré, le travail était concentré sur les algorithmes quantiques. Les algorithmes quantiques, comme on a pris le cas, l'algorithme de Grover, qui est un algorithme de recherche. Et bon, comme où tu dis où la quantique intervient, par exemple, on a parlé, si tu as fait, dans ton cours de quantique, par exemple, vous avez parlé des opérateurs et des observables. Par exemple, quand j'ai parlé des opérateurs, C'est parti, c'est pas chez je constate que c'est parti. Là, toi, tu suis encore. Non, notre invité nous a certainement ce problème de connexion. Ah, c'est un problème de connexion. Hmm. Je suis fatigué, il faut que je rentre à la maison. Ah, ok, bon, de toute façon, c'était déjà la fin. Bon, je te... Bon, alors, essaie de relancer par WhatsApp. Essaie un peu, pardon. Le plus dur était déjà passé. On va juste te remercier. Ah, il n'est même pas connecté sur WhatsApp. Bon, moi, on va s'écrire après. Bon, je vais te donner quelques mots de fin pour libérer. Pour Oh, libérer. il devait donner une très bonne explication là. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait mal. Bon. Ok, je vais essayer de le joindre peut-être en email ou par email pour essayer d'avoir plus d'explications. Peut-être tu vas juste clôturer. Ok, bon, je vais juste clôturer. C'est le meilleur à faire. Bon, bah, merci à tous pour votre présence. Votre présence est infatigable. Merci à tous pour vos questions pertinentes et pour l'intérêt que vous avez manifesté envers ce sujet fascinant. Voilà, ça laisse penser que la physique également peut nous aider à diagnostiquer des maladies. C'est vrai que je ne concevais pas ça comme ça. Bon, nous espérons que cette présentation vous a permis d'apprendre davantage sur les différentes possibilités offertes par les technologies quantiques dans le domaine médical. Voilà, notamment le diagnostic rapide des différentes maladies, et les différentes maladies respiratoires et du COVID-19. Voilà. Je vous remercie encore d'être présent, d'être toujours présent à nos différents, bon, à nos différentes activités. Et bon, je vous remercie encore une fois de plus. Thank you very much, Tato.